on va parler des dés en bois moulé, du potentiel de développement en France et en export. Alors c'est un sujet important, bien évidemment, qui nous concerne parce que derrière, il y a des évolutions, notamment par rapport au bois massif, la ressource dont on a parlé effectivement ce matin. Alors, encore quelques éléments de langage hein, pour introduire le sujet. Euh, Aujourd'hui, le constat, c'est que le dé en bois moulé, on en parle, je dirais, depuis maintenant un certain nombre d'années. Le marché du bois en moulé est en pleine croissance. On est dans une période de lancement et de développement qui est relativement longue, hein, qui commence à se mettre en place. On voit effectivement des mouvements qui apparaissent, et notamment en France, mais le début de la production industrielle remonte quand même aux années 1990. L'autre élément à prendre en compte, c'est que la caractérisation du dé en bois moulé, ou aglo comme on l'appelle, en fait, elle n'est pas très encadrée au niveau normatif. C'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de documents spécifiques au dé en bois moulé qui ont été recensés notamment par l'AFNOR. Hein, ils ont été mandatés pour regarder. Donc c'est un produit qui est quand même assez peu caractérisé. Et puis l'autre élément de contexte, c'est que la concurrence, elle s'intensifie. On voit que les capacités de production augmentent au niveau européen et au niveau international. Les gammes de produits aussi s'élargissent. On a de la matière vierge, on a de la matière recyclée, on a des dimensions qui sont de plus en plus grandes. Et puis on a un système de distribution et de communication qui se développe largement. Donc on voit que ce produit, qui était un produit, je dirais, en phase de démarrage, prend une place grandissante aujourd'hui en France et en Europe. L'autre élément de contexte, c'est que on voit qu'il y a aujourd'hui, dans ce qu'on a pu recenser, on en a recensé 16, on a sans doute oublié, producteurs étrangers de dés en bois moulé dans le monde. On voit qu'il y a quand même effectivement une émergence de pays qui ont pris un positionnement marqué par les années passées. On voit l'Allemagne, effectivement, la Belgique, l'Italie, l'Irlande, le Portugal, la Suède, la Pologne, mais on a aussi des pays qui sont plus lointains de nous, et puis on a aussi l'émergence de la production chinoise, de la production américaine. Donc on voit que c'est quelque chose qui aujourd'hui intéresse l'ensemble effectivement du commerce international et des fabricants. Alors, ce qui est important aussi à noter, et je dirais c'est un élément en tout cas qui est un élément de satisfaction, en tout cas pour la France, c'est qu'on a 3 fabricants français de dés en bois moulé qui aujourd'hui ont développé des installations récentes avec plusieurs lignes de fabrication, avec des programmes aussi de développement. On a les établissements Archimbaud, Kunkel, GBMC. Donc autant la France était encore jusqu'à 3-4 ans en retrait de cette production, aujourd'hui, effectivement, eh bien, elle apporte sa contribution. Juste pour terminer, dans cette présentation, on s'est livré à une espèce un peu d'estimation du marché de la production européenne de dés en bois moulé, en prenant en compte les principaux pays qui aujourd'hui sont des contributeurs dans cette production. C'est une estimation qui avait été faite fin 2021 avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Irlande, Portugal, Suède, Pologne et la Lettonie. Et vous voyez que ce marché avait été estimé à cette époque aux alentours d'1 980 000 m3 de dés en bois moulé, avec des fourchettes de variation un peu plus ou moins 10% par rapport à cette valeur moyenne. Et par rapport à la production des 3 fabricants dont je vous ai parlé précédemment, eh bien, la France aujourd'hui avait une contribution qui était de l'ordre de 10 à 12% dans cette production européenne de dés en bois moulé. Donc on voit l'émergence d'un vrai positionnement français. À côté de ça, on voit effectivement des contributeurs qui sont complémentaires et qui ont aussi aujourd'hui une antériorité. Ce qui est important, c'est de faire le point par rapport au marché actuel et en devenir. Alors juste pour finir, quelques éléments. Selon l'étude Galileo qui a été lancée il y a maintenant 3 ans et qui a été réactualisée dans le cadre de l'étude Xerfi, première constatation par rapport à la France, c'est que les palettes AD, c'est 75% de la production annuelle de palettes. Si on compare par rapport à la production américaine, on a beaucoup plus de palettes à chevron. Bien évidemment, ça veut dire que potentiellement, ces palettes AD, eh bien, elles peuvent accueillir du bois massif ou accueillir aussi des dés agglos. La consommation annuelle française de dés en bois moulé, elle avait été estimée en 59 000 m3.
Jean-Philippe en a parlé ce matin. Selon l'étude Xerfi, on est à 88 000. Donc vous voyez qu'il y a quand même une progression significative en peu de temps, et notamment sur le marché de la fabrication, mais également au niveau du reconditionnement. Alors, le constat, c'était de dire aussi, c'est que la France, par rapport à d'autres pays européens, avait un certain retard par rapport à l'utilisation des dés en bois moulé dans la fabrication des palettes neuves, mais également dans le reconditionnement. Donc ce qu'on va voir maintenant, je dirais, c'est essayer de comprendre le pourquoi du comment et comment on peut aussi agir pour améliorer, je dirais, cette utilisation et la crédibiliser par rapport aux utilisateurs. Donc, dans un premier temps, on va avoir André Gervais, donc, qui est fabricant de palettes, qui va nous parler de sa vision en tant qu'utilisateur de dés en bois moulé, mais aussi par rapport à ses propres clients, qui va pouvoir nous dire effectivement les points positifs, mais les points critiques sur lesquels il faut effectivement avoir des points d'amélioration. On aura ensuite, dans un deuxième temps, Mickaël Lecourt de l'Institut technologique qui va nous parler des travaux qui ont été engagés par les fabricants français pour essayer de consolider un référentiel dans lequel on trouvera des caractérisations des dés en bois moulé. Donc ça, c'est un élément qui est très important, qui a émergé effectivement de ce consortium de travail. Et puis, dans un troisième temps, on aura Bart Delender du groupe PGS qui nous donnera aussi son appréciation du dé en bois moulé et surtout qui nous donnera des éléments de prospective et de réflexion pour que la situation s'améliore et qu'on ait véritablement un produit industriel à part entière. Dans un premier temps, je passe la parole à André Gervais qui va nous parler de la vision du dé en bois moulé en tant que fabricant et par rapport à ses clients. Ouais, juste sur le verre, André. Voilà. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc André Gervais, je suis le président de la société GLF Bois. Alors effectivement, je dois vous parler de mon expérience sur l'utilisation des dés agglo en fabricant de palettes. Donc rapidement sur mon entreprise. Donc c'est mon père qui a créé cette entreprise en 1954. On fabrique des palettes depuis 1970. Aujourd'hui, on a un site de 40 000 m², une usine de 7 000, un hall de stockage de 3 000 m², 3 lignes de production. On a 4 séchoirs, dont 2 maintenant qui fonctionnent sur la chaufferie biomasse. Notre chiffre d'affaires 15 millions avec 25 salariés. On est certifié ISO 9001, les agréments. Et puis, depuis 2 ans, on a une démarche RSE EcoVadis. Voilà, alors en quelques chiffres, notre capacité de production, on fabrique entre 7000 à 7000 palettes par jour, suivant les palettes. On a consommé 25 000 m³ de sillage et 2000 à 2500 m³ de dés agglo, donc répartis en 6 sections. Ça, la variation, c'est effectivement suivant le type de palette qu'on fabrique, des légères ou des plus lourdes. Actuellement, 87% de notre production de palettes 4 entrées est faite en dés agglo. Alors, oui, peut-être, je n'ai pas précisé, en appellation, on dit les dés en agglo ou les dés en bois compressé, ou on dit aussi les plots en agglo, les plots en bois, voilà. Donc, les appellations divergent un peu. Par contre, on parle bien toujours du même produit. Et voilà, j'ai commencé à utiliser les dés agglo en 1995. Donc cette petite précision aussi, peut-être ça ne veut pas dire que les plots en bois ne marchent pas du tout, mais il est clair qu'aujourd'hui, je n'ai plus ma scierie intégrée et c'est plus facile de ce fait, sans la scierie, d'utiliser que des plots agglo. Alors, les avantages, ou du moins ce que je considère comme des avantages majeurs, c'est quand même d'économiser notre matière première qu'est le bois, tout en redonnant une seconde vie à ce matériau recyclé. Je pense que c'est important. En sachant quand même que dans une palette, les dés représentent 20 à 25% du volume de bois. Donc c'est clair que c'est quand même une économie non négligeable. Voilà, dans les caractéristiques techniques qui sont intéressantes, un matériau conditionné sur palette est facile à stocker.
Un taux d'humidité de l'ordre de 8 à 10%. C'est vrai que de ce fait, il évite tous les risques de moisissure qu'on connaît pas mal par ailleurs. Une bonne stabilité, une régularité dimensionnelle, c'est important dans nos lignes. Un état de surface propre, sec, qui améliore la qualité de marquage. Et une résistance à l'arrachement des pointes quasi équivalente aux matériaux bois. Alors, peut-être petite précision sur ce sujet, je dis quasi équivalente pour la bonne raison qu'il est clair que jusque-là, on a eu des différences de densité du dé aglo. On a aussi des différences de résistance à l'arrachement très importantes dans le bois, suivant l'endroit où il a poussé, ou sa vitesse de croissance. Donc, c'est clair que c'est quand même assez difficile de dire l'arrachement, c'est mieux que dans le bois ou c'est moins bien. C'est pour ça que, globalement, en moyenne, c'est à peu près équivalent. Alors, les atouts, toujours de mon point de vue, une utilisation plus facile, plus fiable sur les lignes de production automatisées et robotisées, d'où une amélioration de la productivité. Je crois qu'il est quasi évident qu'on a beaucoup moins d'arrêts de production avec des dés en aglo qu'avec des dés en bois. En bois, ben oui, de temps à autre, encore une fois, je ne veux pas dire que ça ne marche pas, hein, mais de temps à autre, on a un plot au bois qui est fendu, ou on a un gros nœud qui va plier le clou, et ça, dans les dés aglo, on n'a pas cette problématique. Du fait que ces dés sont secs, ben effectivement, on va gagner en temps de séchage, d'où une économie de temps de séchage, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, parler quand même un peu des inconvénients. Il est clair que par le passé, la qualité des dés en bois moulé a été parfois défectueuse, avec une densité assez irrégulière. Et ça, les clients, on va dire les clients ou les acheteurs qui ont un peu d'expérience ou qui sont un peu anciens s'en souviennent encore. Ils sont assez réticents quand même, pour ceux qui n'ont pas basculé sur les diaglos, à faire ce changement. Donc voilà, ça c'est un inconvénient qui reste, qui perdure encore et qui n'est pas si facile que ça, malgré tout, à faire échanger. Alors, un constat donc au niveau des utilisateurs. Voilà, je vous l'ai un peu dit, mais il est toujours, quand on livre régulièrement des palettes à un client avec des plots en bois, il est clair qu'il est toujours assez réticent. C'est toujours assez difficile de faire basculer sur des dés aglo et qu'il faut avoir un peu souvent de patience. Par contre, c'est mon cas, et aujourd'hui, avec pas mal d'années de recul, on se rend compte que les clients qui ont fait ce choix, ils ne veulent plus revenir en arrière. Voilà, donc je pense que ça, c'est aussi un élément important. Et puis enfin, au niveau des utilisateurs, aujourd'hui, je dirais que quasi tous les secteurs d'industrie, sans exception, utilisent ou peuvent utiliser des palettes en dé-aglo. Voilà, peut-être mis à part les palettes destinées aux matériaux qui restent dehors en permanence. Ça, c'est peut-être un peu, voilà, une petite exception. Voilà, alors pour finir, sur le potentiel de développement, qui me paraît, moi, évident et porteur, hein, pour écouler et valoriser ce bois recyclé disponible sur le marché. Pour autant, les clés de la réussite de ce développement, à mon avis, passent inévitablement par une qualité globale fiable et régulière dans la durée, par une densité stable et suffisante, avec un liant, parce que c'est un vrai sujet, avec un liant capable d'obtenir les mêmes caractéristiques que celles du bois, et quelles que soient les dimensions des dés, parce que aussi bien pour les petits dés que pour les gros, il faut que cette qualité reste excellente. Et pour cela, pour essayer de définir tous ces critères, eh bien le CIPAL a confié au FCBA la mission d'établir un document définissant les critères de référence du dé en bois moulé. Donc à partir de là,
Je pense que c'est le FCBA qui va prendre le relais. Donc, Michael Lecourt. Merci André, en tout cas pour cette vision, je dirais réaliste et sincère en tant qu'utilisateur et commercialisation par rapport à CD. Donc on passe effectivement là, vous avez fait la bonne transition, le bon passage de témoin par rapport à Michael Lecourt, merci beaucoup. En tout cas, donc en fait, je dirais les fabricants français, mais également sous l'impulsion du CIPAL et avec la collaboration de FCBA, se sont posés, je dirais, autour de la table pour se dire effectivement, il faut progresser, posons-nous les bonnes questions et essayons de travailler sur un référentiel. C'est ce que va nous présenter Michael. Exactement, donc merci beaucoup pour l'opportunité de partager ces différents éléments et cette étude qui a été menée au sein de FCBA. Donc, bon, après ces deux magnifiques transitions, j'ai plus grand chose à dire. Donc voilà, l'objectif ici, ça va être de proposer, en tout cas de faire un état des lieux au niveau des différentes qualités et différents enjeux qu'il peut y avoir pour venir qualifier le panneau, le dé en bois aggloméré. Et en particulier devant l'essor des usines ou des productions françaises. On avait prévu quelques mots au niveau du FCBA, donc j'en profite, il y a la diapo. Donc voilà, on est un centre technique industriel, vous avez vu Clément tout à l'heure qui a présenté toute la dimension séchage. Donc on est répartis à différents points à travers la France avec différentes thématiques qui sont traitées. Voilà, avec l'enjeu d'être là en soutien pour la filière bois, pour les différents usages du bois, pour venir démocratiser les usages du bois. Donc la palette, par définition, voilà, on est là. Et donc aussi l'objectif, c'est de venir apporter et venir accompagner les changements et les évolutions. Et donc les dés en bois moulé sont en particulier une évolution. On a parlé tout à l'heure et ce matin de la partie ACV, impact environnemental, éco-conception. C'est aussi des éléments qui sont impactants et qui sont repris par les collègues. Vous voyez ici sur les différents points de l'environnement. Donc pour entrer dans le vif du sujet qui, je vous répète, a été très bien introduit, il n'y a plus grand-chose à dire. Donc on est sur un produit qui est quand même relativement récent. Qui vient faire intervenir des procédés de fabrication mixtes. On n'est plus sur la technologie traditionnelle du bois, on se rapproche plus du panneau d'industrie. André, vous en avez parlé, il y avait aussi cet aspect, on vient rajouter des adjuvants, on a des composés, on a de la chimie qui vient s'associer. Donc il y a une mutation, en tout cas c'est un autre métier. Et donc voilà, il y a une autre façon d'appréhender les procédés. L'autre point, c'est, voilà, Patrice vous en avez parlé, c'est une réponse à un besoin. On a vu que les volumes avaient augmenté, voilà, ça va rebaisser, on espère que ça va recontinuer. Il y a une augmentation donc, de ces volumes de production, il y a une disponibilité de ressources qui diminue pour l'aspect bois vierge, l'augmentation d'une partie recyclée. On a parlé des cycles de vie dans lesquels la fin de vie de la palette est importante. Donc le dé en bois moulé peut être un des débouchés. Donc tous ces arguments font que voilà, le dé en bois aggloméré, c'est un nouveau produit. Il répond à une demande. Il a plusieurs avantages. Mais par contre, quand on a des gros volumes qui apparaissent, il y a un besoin de standardisation, un besoin de venir faire un point, un état des lieux et de définir une base qui permette de dire à chacun, voilà, j'ai des dés de qualité et j'en ai pour mon argent, finalement, je sais ce que j'achète. Donc l'étude avait pour objectif de venir proposer une méthode pour encadrer la qualité des dés, encadrer les différents enjeux qu'il pouvait y avoir sur les propriétés. Donc il y a eu plusieurs étapes qui ont été franchies, qui ont été accomplies. Donc on a eu une première étude par CPC qui a permis de vérifier, enfin en tout cas de valider qu'il n'y avait aucun document normatif qui existait pour ces dés. C'est normal, c'est un nouveau produit, c'est quelque chose qui est apparu récemment, donc il n'y a pas encore d'aspect normatif. Il y en a besoin de repères. On ne sait pas ce qu'on peut attendre, on ne sait pas ce qu'on peut exiger finalement de ce produit. Sur le bois massif, on sait qu'il y a une variabilité, on sait qu'il va y avoir des choses qui peuvent mal se passer, mais finalement c'est naturel, on ne peut pas incriminer un tel ou un tel. C'est le sillage, c'est un matériau vivant.
Par contre, si en matériaux de procédé, on attend quelque chose de beaucoup plus homogène, quelque chose qui va venir respecter des propriétés. Donc ça fait partie des attentes des utilisateurs d'avoir quelque chose qui puisse être bien défini. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a une multiplicité de producteurs, 16 producteurs en Europe, 3 en France, des technologies qui sont différentes. Voilà, donc il faut venir déterminer qu'est-ce qui fait la qualité finalement donnée, qu'est-ce qui est important, quels sont les paramètres qu'il va falloir venir vérifier. Donc on arrive à l'étude participative PALBLOC qui a pu être financée et pour laquelle on a pu travailler au sein d'un consortium avec des parties prenantes françaises, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, qui ont participé au comité de pilotage et également des utilisateurs afin que les deux parties se communiquent finalement et qu'on soit capable de venir répondre aux capacités de fabrication des uns et aux besoins des autres. Et donc on a essayé d'appliquer une démarche scientifique dans la mesure où on est venu s'inspirer d'une industrie qui est mature. Alors l'industrie du panneau à base de bois, plus spécifiquement le panneau de particules, où on est venu s'inspirer de tous les aspects normatifs, de tous les éléments qui existent actuellement pour venir caractériser un panneau de particules. Et donc on a repris, vous avez ici, les différentes caractéristiques qui ont pu être mesurées sur un éventail d'échantillons prélevés et envoyés à FCBA, et pour lesquels on a venu mesurer les dimensions, teneur en humidité, donc ça c'est des choses assez simples. Finalement, vous pouvez faire en tant qu'utilisateur, venir mesurer les dimensions, venir mesurer ces différents éléments. Le gonflement, c'est facile de faire. Mais par contre, on est venu appliquer des choses qui sont assez spécifiques et qui sont en lien avec les panneaux de process. Et notamment, ce qui va être la résistance mécanique, donc les cohésions internes, savoir si finalement le dé il est homogène, est-ce que les particules sont bien liées les unes aux autres. Les résistances au choc, voilà, vous imaginez bien pourquoi. Et également d'autres éléments en lien avec les aspects plus émissifs, l'émission de formaldéhyde, mécanique, résistance à l'arrachement et les teneurs en métaux lourds. Les teneurs en métaux lourds, ce sont des éléments qui sont issus du recyclage. On peut en avoir des métaux lourds dans le bois, dans le bois naturel, hein, enfin dans le bois vierge, pardon. Voilà, faut pas se cacher. Hein, le bois a besoin de métaux l'arbre a besoin de métaux pour croître. Mais on peut également retrouver des métaux parce que quand le bois a eu une vie, quand le bois a été issu du recyclage, il peut y avoir ces contaminants. Et ces contaminants peuvent être présents, mais par contre, il faut vérifier qu'ils ne sont pas à des seuils trop importants. Donc ça, c'est les caractéristiques qui ont pu être mesurées. Et ici, vous avez les différentes sections qui sont commercialisées avec toutes les hauteurs possibles entre 70 et 100 mm. Donc ça crée une énorme variabilité, une réponse à un marché, à un besoin qui est gigantesque, mais ça veut dire que derrière, on a une grosse variabilité qui peut arriver. Donc, fort de tous ces éléments, on est venu caractériser plusieurs lots de dés, avec plusieurs campagnes de prélèvement. On est venu déterminer l'amplitude des performances et les éléments qui étaient pertinents et discriminants. Voilà, parmi toute la liste que je vous ai donnée tout à l'heure, finalement, qu'est-ce qui était vraiment important de mesurer et qu'est-ce qui permettait de venir faire la distinction entre quelque chose qui était qualitatif et quelque chose qui n'était pas qualitatif. On a également eu la chance de pouvoir aller visiter les sites et puis de regarder, de voir ce qui était possible, d'analyser sur place pour venir faire un contrôle continu et que déjà en sortie d'usine, les fournisseurs soient capables de dire ça correspond exactement à la qualité que je m'impose, à la qualité que je veux fournir pour que mon client derrière soit satisfait. Et donc le livrable de l'étude, finalement, c'est un référentiel pour les dés agglomérés avec 2 points particuliers. Un aspect sur la fréquence des mesures, donc voilà, à quelle fréquence est-ce que le fabricant doit venir prélever ces échantillons au niveau de la ligne de production pour venir vérifier que la production d'une part est stabilisée et qu'on est bien au niveau des critères de qualité qui sont attendus. Donc là, pour cet aspect, on a suivi la recommandation, ou en tout cas, on a fait une analogie avec l'industrie du panneau de particules.
On a dit, voilà, l'eau de production est composée de 65 dés, donc il va falloir prélever ces échantillons dans ce lot pour pouvoir derrière venir le caractériser. Et au niveau des caractérisations, donc des choses qui sont assez simples, hein, donc je reprends, le produit brut, on va mesurer ses dimensions, avec une précision variable selon l'orientation des dés. Voilà, les dés ont une direction de fabrication pour la plupart. Il y a des enjeux au niveau de la reprise en humidité. Alors on n'est pas sur les notions tangentielles, radiales, longitudinales qu'on peut avoir sur du bois massif, mais pas loin. On est sur des choses qui vont venir se rapprocher de ces éléments-là. Donc c'est pour ça que c'est important de venir mesurer les variations dimensionnelles après, quand on va venir faire les gonflements, dans les directions. Et en particulier au niveau de la hauteur, on vérifie qu'on a moins de 6% de gonflement. Donc l'humidité sur le produit brut, voilà, c'est normal. Enfin, si le produit est trop humide, il ne sortira pas, ça va exploser dans la ligne de fabrication. Donc ça, quelque part, mais c'est quelque chose à mesurer. Et puis des masses volumiques, ensuite, qui vont être comprises entre 580 et 750. Ça paraît énorme comme amplitude, et c'est énorme. Par contre, ça va venir être conditionné par la façon dont c'est produit, par les dimensions également qui vont être disponibles. Plus on va avoir des choses petites, plus ça va être facile d'avoir des éléments de forte densité. On va regarder les performances mécaniques. Donc ça, c'est ce qu'on va attendre, et en particulier au niveau de l'arrachement des pointes. Monsieur Gervais, vous en parliez. Voilà, un des éléments importants, c'est de venir que dans l'usage, quand on va venir le mettre en œuvre, il va falloir que les performances soient au niveau de ce qu'on attend. Voilà, une cohésion interne, voilà, qui est pas énorme, hein, par rapport à ce qu'on attend sur un panneau de particules, mais c'est normal, l'usage n'est pas le même, la sollicitation n'est pas tout à fait la même non plus. Donc on a adapté les différentes performances, les niveaux, les seuils de performance au marché et aux besoins des utilisateurs. Et puis également donc, des caractéristiques chimiques, donc des émissions de formaldéhyde et les teneurs en métaux lourds. Donc voilà, la teneur en métaux lourds, elle est inspirée de ce qui est attendu au niveau des panneaux de particules, qui elles-mêmes s'inspirent des normes pour le jouet. Donc ça veut dire que les seuils qui sont attendus sont extrêmement bas. Et c'est tant mieux. Donc on est arrivé à ce document. Ce document nous permet maintenant d'avoir un référentiel commun et a priori validé par tous les acteurs, par toutes les parties prenantes. Toutefois, il y a encore des améliorations et c'est normal, c'est une industrie récente et quand on voit que les industries des panneaux de process évoluent régulièrement, ça fait partie, c'est pas surprenant de voir que les dés ils suivent la même chose. Donc au niveau des voies d'amélioration, on peut avoir des améliorations assez basiques, hein, au niveau des performances. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le dé soit plus performant, plus léger, enfin, ou bien enfin, à même performance mais à densité plus faible, donc on va utiliser moins de bois. Donc c'est plutôt positif par rapport à tout ce qui va être cycle de vie, éco-conception et recyclabilité. Un point sur les adjuvants. Donc là, je l'ai cité les résines. Il peut y avoir d'autres adjuvants qui sont utilisés et en particulier, ça c'est un point qui est étudié pour tous les panneaux de procédés, qui est pour toute l'industrie. Du bois, hein, c'est venir avoir des résines qui soient idéalement biosourcées, faites avec des composés assez peu émissifs. Donc l'enjeu, il est commun par rapport à ce qu'on peut voir sur les panneaux de process. Donc ça fait partie également des voies d'amélioration environnementale, ces résines. Le taux de recyclage et la recyclabilité, voilà, c'est des dés quand on est à 750 km3, c'est pas évident à recycler, c'est moins facile que du bois et du résineux qui va être à 300, 400 kg du mètre cube. Donc ça, c'est des procédés qui sont à créer ou en tout cas à adapter par rapport à ce qui existe actuellement. Et puis les éléments en lien avec les analyses de cycle de vie pour contribuer justement au verdissement et maintenir cet aspect bas carbone que peut avoir la palette et dont on a bien parlé déjà ce matin. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous laisse la parole. Merci Michael. Merci pour cette présentation. On prendra les questions à l'issue de la dernière présentation. J'appelle maintenant Bart Delender pour qu'il nous donne aussi le point de vue en tant que fabricant, utilisateur de dés en bois moulé et surtout aussi un petit peu dans la prospective pour se définir un petit peu le verre. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je suis Bart, je suis néerlandophone, donc excusez-moi pour mon français. Non, mais il est très bon, Bart, il n'y a pas de souci. Tout le monde va Je comprendre. vais faire de mon mieux. Je suis CEO de la société PGS.
que j'ai rejoint il y a quelques années. Avant de passer sur ma présentation, je ne vais pas jeter beaucoup de choses qui ont déjà été dites avant moi. Je vais répéter les autres, mais je vais ajouter des petites nuances. Donc notre expérience sur les dés en bois, en aggloméré, je veux dire, moi je suis un défendeur des dés agglos depuis 2000, l'année 2000, et au démarrage des dés agglos, j'étais un supporter des dés agglos, et je le resterai à cause de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Il faut être renouvelable et tout ça, on doit protéger notre forêt. Donc moi je suis un grand défendeur des dés agglos. Mais je vais faire un mais plus tard. Peut-être pour ceux-là qui ne connaissent pas PGS, nous sommes verticalement intégrés avec des forêts, du sciage, de la production de palettes, reconditionnement de location, on fabrique nos clous. Donc on est très bien intégré dans l'économie circulaire. On a quand même 800 000 m3 de bois qu'on consomme par an, dont la moitié on s'apprévisionne nous-mêmes à l'interne. On a 25 millions de palettes qu'on fabrique par l'année, plus ou moins, et on reconditionne plus ou moins 20 millions. Donc c'est quand même une grande boîte. Et pour vous donner des indications sur le volume de bois qu'on utilise, il faut quand même tenir compte qu'il y a plus ou moins 10% des dés agglomérés consommés. Donc ça fait une grande partie. J'ai que 2 ou 3 slides. Donc ici, vous allez voir le montant de... Donc nous, on a fait... quand on a démarré avec ça, quand j'ai rejoint la société, je me suis dit, OK, on reçoit parfois des plaintes des clients. On n'en reçoit pas beaucoup. Mais quand on fait une investigation de plaintes et on commence à enregistrer et à analyser, parfois, on tombe sur des plaintes liées à des dés agglomérés. C'est pas, la plupart des plaintes, c'est autre chose, mais les dés agglomérés en font partie. Et si on regarde, si on commence à mesurer, aujourd'hui, la seule chose qu'on pourrait réellement mesurer, c'est le poids. On n'a pas grand autre chose à mesurer parce que tous les autres tests qui ont été évoqués prennent beaucoup de temps. Rétention de clous, gonflage, 24 heures ou 48 heures, ça prend trop de temps. On ne peut pas faire ça. Nous, on fait des mesures de poids et on a 9 fournisseurs sur une période de 8 mois qui sont produits sur 9 locations de production. Et on a fait un échantillonnage, donc c'est un sample size de plus ou moins 450 échantillonnages. Ce n'est pas un petit échantillonnage sur une grande période de temps. Et là, on voit en principe la variation de la densité de tout ce qu'on a mesuré. La variation est énorme, avec des outliers très bas ici, 500 et 750. Mais vous voyez que la plupart des densités partent autour de 560 et 650. Et si on va un peu plus loin et demande aux fournisseurs de dés agglomérés de nous donner des indications de tests qui ont été faites dans des sociétés comme FCBA et tout ça, et on regarde les densités qui sont mesurées, ils sont toujours un peu là. Donc ça veut dire que ce qu'on nous reçoit qui a été testé, ce sont toujours des échantillonnages avec des densités hautes et qui ne représentent pas la réalité. Okay, donc on reçoit des densités plus basses en réalité, et ça c'est la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec ça. Pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas des problèmes avec ces variations-là, mais la variation est très haute et on retrouve parfois des dés avec des densités très basses qui sont très bonnes, des dés avec des autres densités qui ne sont pas bonnes. Donc ça veut dire qu'à côté de la densité, il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes, à savoir du dé, qui détermine si un dé est en bon état ou pas. Donc notre expérience, et ça supporte un peu ce qu'André a dit, c'est qu'on constate beaucoup de variations de densité, mais aussi de type de colle. Si on fait des analyses, on a des différents types de colles qui sont utilisés, avec différents montants de pourcentage de mélamine, et ça varie assez fortement. Différents pourcentages de colle, 8%, 10%, 7%, ça bouge un peu de partout.
puis, on a des variations de matières premières, donc 100% recyclé, 100% vierge, un peu les mix, un peu de tout, hein, 10% de vierge, 80%. Variation de qualité de surface, donc il y a des dés qui sont très lisses, il y a des dés qui ont été coupés en deux, ça se déchire un petit peu. Des variations de rétention de clous. Notre expérience dit qu'il n'y a pas assez de spécifications et de standards là-dedans. Et il faut beaucoup plus de vérification et de s'assurer que ce qui est livré correspond à ce qui a été spécifié. Donc pour moi, la conclusion, c'est les déaglos, c'est éco et c'est le futur. Donc il ne faut pas diminuer ça, mais il faut plus de garanties de la qualité. Merci. Merci Bart. Merci pour ce témoignage complémentaire. On peut se prendre quelques minutes s'il y a des questions dans la salle pour réagir par rapport je dirais, à ces différentes présentations et visions du marché. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que tout est clair, limpide? Ou est-ce que c'est parce que l'heure commence à devenir... on est en milieu d'après-midi et on vous a un peu assommé par rapport à avec tous nos discours? Ouais, je ne vais pas réussir à le formuler en question, c'est plutôt une remarque complémentaire ou qui a déjà été dit. Mais moi, je viens du panneau de particules à la base, et c'est vrai qu'on ne peut pas établir de corrélation entre la densité et les résistances mécaniques. Nous, le panneau de particules, qui est un procédé qui est relativement similaire à la fabrication de dés agglomérés, finalement, les analyses qualité se retrouvent en fonction de la méthode de cuisson, de la pression qui est exercée, mais très peu en fonction de la densité. La densité va dépendre du bois. Est-ce que c'est du feuillu? Est-ce que c'est du résineux? Est-ce que c'est du bois recyclé qui a déjà vécu? Et tout ça, c'est des paramètres que le client ne connaît pas, ne voit pas. Le seul qui peut corréler ces paramètres entre la densité et la qualité, c'est la personne qui fabrique parce qu'il connaît le bois qu'il a mis dedans. Mais en dehors des tests de caractérisation mécanique, pour le client, il n'y a pas de vraie méthode de caractérisation rapide. Enfin, d'après, encore une fois, mon expérience. Merci Lucas. D'autres remarques? Ah oui. Bonjour, Christophe Rogovitz de Eurobloc. Apparemment, donc, le FCBA a mené une étude par rapport à la possibilité de faire des normes sur les dés agglomérés. Ma question serait de savoir... Un référentiel. Un référentiel. Pas une norme. D'accord. Donc, quel serait exactement l'intérêt pour quel public? Est-ce que c'est quelque chose qui sera destiné pour l'utilisateur final? Est-ce que c'est quelque chose qui sera publié pour quel public? Alors, je vais reprendre tout à l'heure ce qu'a... Pardon, je viens à la lumière. Je reprends les termes de Patrice tout à l'heure. L'objectif, c'était d'améliorer, de crédibiliser et de consolider un référentiel. C'est les trois termes que je peux reprendre. L'objectif, c'est de fiabiliser et de proposer d'aller au-delà finalement de ce qu'on voit, ce qui est PGS, en mesurant la densité, on voit qu'il y a une forte variabilité, mais est-ce que c'est le bon critère de qualité pour venir vérifier qu'on va avoir quelque chose qui va correspondre à ce qu'on attend? Manifestement pas. Donc l'objectif, c'est de rassurer tout le monde. C'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, tel fabricant c'est bien, tel fabricant c'est pas bien, mais c'est de faire en sorte que ce soit dans une relation de gagnant-gagnant et que chacun ait confiance l'un dans l'autre. Et c'est nécessaire maintenant qu'il y ait une multiplication des acteurs, une multiplication des fabricants. Et il faut créer, il faut donner un référentiel. Alors, idéalement, c'est une norme, c'est une certification. Mais est-ce qu'il faut arriver jusque-là? Ça, après, c'est à chacun de... c'est aussi pas, c'est la FNB de venir faire ce genre de démarche et de savoir jusqu'où on veut être contraignant ou jusqu'où on a besoin de venir, quelles limites on a besoin de créer. Les résultats seraient connus quand aboutirait ce travail? Alors le référentiel est terminé, est existant. Maintenant, c'est l'usage et l'exploitation du document qui est à déterminer. Donc plus par le FNB ou le CIPAL?
en gros. Ah oui, ce ne sera Oui, pas oui, FCBA qui va imposer Bien sûr. de Non. faire ce genre de choses. Ce Non, n'est pas non. notre rôle et nous, on suivra ce que les organismes acteurs et donneurs d'ordre suivront. L'objectif ici, c'était vraiment de définir une ligne de base. Maintenant, avec cette ligne de base, comment est-ce qu'on la poursuit, comment est-ce qu'on la complète? Et peut-être, Jean-Philippe, il faut ajouter que ce n'est pas quelque chose qui est en opposition par rapport au référentiel au niveau des dés qui sont agréés EPAL. C'est quelque chose qui est complémentaire sur d'autres dés qui n'ont pas effectivement cette certification ou cette reconnaissance. Bernd, t'es parti, mais Oui. je pense que c'est important de le préciser. Hein. Oui, tu as raison de le préciser. Alors Bernd, effectivement, aurait pu en parler mieux que nous. Aujourd'hui, un tel référentiel existe, c'est le référentiel EPAL, donc qui effectivement caractérise une certaine qualité attendue dans la composition des dés qui sont utilisés pour la réalisation des palettes EPAL. Cela étant, vous avez vu tout à l'heure le spectre de dimensions qui existe aujourd'hui. Alors avec des attentes différentes selon les dimensions, c'est sûr que des plots agglos à usage de palettes légères 85, 70, 70 ou des choses comme ça n'auront pas la même durée de vie et n'ont pas les mêmes attentes d'utilisation que d'autres typologies de plots. Mais effectivement, l'idée est de pouvoir partir du principe qui est déjà utilisé aujourd'hui par EPAL pour essayer de effectivement amener une certaine norme, une certaine rationalité sur le marché du plot agglo pour assurer les utilisateurs et continuer à voir la progression qu'on a vue entre 2019 et 2022 et pouvoir permettre d'accélérer effectivement sur les usages du plot agglo en ayant un marché rassuré. Enfin, pour rebondir, hein, c'est de dire, il peut y avoir, on n'est pas obligé d'avoir une qualité. Hein, c'est vraiment d'avoir une qualité, un niveau appliqué à l'usage finalement. Et à l'usage, voilà, c'est exactement ça. Hein, c'est un niveau selon l'usage et selon la durée de vie que l'on vise pour les palettes. Voilà, je reparaphrase. Hein. Une dernière question, et après il faut qu'on arrête. Oui. Est-ce que vous avez une démarche croisée avec les autres acteurs européens? Parce que j'ai vu qu'il y avait que des acteurs français. Ah oui, mais alors généraliser au niveau européen ce qui se fait en France, c'est toujours compliqué. On le voit avec les REP, on le voit avec plein d'éléments. Donc il faut mettre le pied à l'étrier, donner l'impulsion et puis ensuite faire en sorte que ces éléments-là essaiment et s'élargissent. Ouais. Mais vous n'avez pas essayé de confronter vos valeurs avec les fabricants de l'Europe, hollandais, allemands? Il y a eu des éléments qui ont été pris. Voilà, l'enjeu, Dans c'était l'échantillonnage. dans l'échantillonnage. Ouais. Fait, bien sûr. Ouais, l'échantillonnage, il y a eu des comparaisons qui ont été faites. Après, d'un point de vue amélioration, l'objectif, c'était de s'orienter vers les productions françaises. Ok, merci. Mais merci à tous pour les intervenants et puis pour votre attention. Il nous reste une dernière intervention qui va arriver, donc restez en place.